La dinde était parfaitement dorée, la sauce au canneberge luisait comme des rubis dans des bols en cristal, et la douce lueur des bougies dansait sur nos visages autour de la table à manger. Le dîner du réveillon de Noël chez grand-père avait toujours quelque chose de magique, un de ces soirs suspendus dans le temps, enveloppés dans la chaleur de la tradition et de l'amour. J'avais 28 ans, et je commençais enfin à avoir l'impression que ma vie tenait un peu debout, après des années à galérer à l'université et à enchaîner les appartements exigus avec des colocataires peu fiables. « Sarah, chérie, pourrais-tu passer la sauce ?» demanda maman, sa voix portant ce ton particulier de gaieté forcée qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Je pouvais voir les rides de stress autour de ses yeux, plus marqués encore depuis que papa avait perdu son emploi à l'usine il y a 6 mois. Je tendis le bras au-dessus de la table, faisant attention à ne pas renverser mon verre de vin, quand grand-père s'éclaircit la gorge de cette manière délibérée qui signifiait qu'il avait quelque chose d'important à dire. À 83 ans, grand-père savait toujours capter l'attention quand il le voulait. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, et ses yeux bleus, aussi perçants que jamais derrière ses lunettes cerclées de métal, avaient vu des décennies de réveillons de Noël comme celui-ci. Avant de dire le bénédicité, commença-t-il en posant sa serviette avec solennité, j'ai quelque chose à discuter avec Sarah. Toutes les conversations cessèrent. Mon frère cadet Michael s'arrêta de mâcher, et même ma bavarde tante Linda devint muette. Le seul bruit qui persistait était le crépitement doux de la cheminée dans le salon adjacent. Les mains usées de grand-père se joignirent tandis qu'il me regardait directement, un sourire s'étirant sur son visage, un sourire qui semblait cacher des secrets et des surprises. « Sarah, ma chère petite fille, est-ce que la maison que je t'ai offerte il y a 2 jours t'a plu ?» Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je sentis ma fourchette glisser de mes doigts, résonnant contre l'assiette en porcelaine que maman avait héritée de sa propre grand-mère. Le bruit sembla résonner dans la pièce soudainement silencieuse. « Quelle maison ?» parvins-je à murmurer, ma voix à peine audible par-dessus les battements de mon cœur. « Grand-père, je n'ai rien reçu. Je n'ai reçu aucune maison. » Le sourire s'effaça lentement de son visage, remplacé par la confusion, puis par l'inquiétude. Ses yeux bleus, d'ordinaire si clairs et pleins d'assurance, contenaient désormais une lueur d'incertitude. Mais, j'avais fait préparer les papiers. Le transfert de propriété. Les clés. Sa voix s'éteignit tandis que son regard quittait mon visage pour parcourir les visages autour de la table. Je regardais avec horreur grandissante son regard se poser sur mes parents. Papa, qui découpait son jambon avec une précision mécanique, s'était figé complètement. La couleur avait quitté son visage comme si on avait ouvert une vanne. La main de maman vola à sa gorge, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle allait pousser un cri qui ne vint jamais. « Robert ? Margaret ?» La voix de grand-père tremblait d'une manière que je ne lui avais jamais connue. « Où sont les papiers ? Où sont les clés que je vous ai confiées pour les donner à Sarah ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était ce genre de silence qui existe entre l'éclair et le tonnerre, chargé de la promesse d'une dévastation imminente. Mon frère Michael regardait tour à tour nos parents et moi, son visage adolescent plissé de confusion. La bouche de tante Linda formait un O parfait, sa fourchette suspendue à mi-chemin de ses lèvres. La pomme d'Adam de papa remonta et redescendit alors qu'il déglutissait difficilement. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. « Papa, nous pouvons expliquer. » « Expliquer quoi ?» entendis-je ma propre voix demander, bien qu'elle me semblât étrangère. « Quelqu'un peut-il, je vous en prie, m'expliquer ce qui se passe ?» C'est maman qui céda la première. Des larmes commencèrent à couler le long de ses joues, traçant des sillons dans son maquillage soigneusement appliqué. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, Sarah, nous n'avons jamais voulu. » Jamais voulu quoi ? Ma voix montait désormais, l'hystérie s'y glissant peu à peu. Je repoussai ma chaise de la table, le grincement brutal contre le parquet tranchant dans le silence. « Qu'est-ce que vous n'avez jamais voulu ?» Les mains de grand-père tremblaient maintenant lorsqu'il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une feuille de papier pliée. « L'acte de propriété, dit-il, la voix creuse. J'avais tout préparé. La petite maison bleue de Maple Street, celle que tu aimais tant quand tu étais petite. Tu te souviens comme tu disais toujours qu'elle ressemblait à une maison de poupée ? Je l'ai achetée il y a 3 mois, je l'ai fait rénover, repeindre dans ce jaune doux que tu as toujours dit être ta couleur préférée. » Mes jambes cédèrent et je retombai sur ma chaise. La maison bleue de Maple Street. Oui, je me souvenais avoir collé mon visage contre la vitre de la voiture chaque fois qu'on passait devant, fasciné par ses boiseries en pain d'épices et son minuscule jardin à l'avant. J'avais peut-être 7 ans, inventant des rêves de vivre dans cette petite maison parfaite, avec sa barrière blanche et ses rosiers grimpant jusqu'au porche. Je me souviens,
murmurai-je. Grand-père hocha la tête, un soulagement traversant ses traits. Je pensais que ce serait parfait pour toi. Ton propre endroit, enfin. Un lieu où tu pourrais construire ta vie, peut-être commencer ce jardin dont tu as toujours parlé. J'ai remis tous les papiers à ton père lundi soir. Il devait te les apporter, pour en faire une surprise de Noël. Tous les regards se tournèrent vers papa, qui avait l'air sur le point de rendre son dîner sur la plus belle porcelaine de maman. Ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il posa son couteau et sa fourchette. « Papa » commença-t-il, la voix brisée. « Papa, tu ne comprends pas. Les factures. Les frais médicaux de Margaret l'an dernier, les mensualités du prêt immobilier que nous avons en retard, le fonds universitaire de Michael que nous avons dû vider. » Les morceaux s'assemblèrent dans mon esprit comme un puzzle horrible qui se complétait tout seul. « Non » dis-je en secouant la tête. « Non, ne me dis pas ça. » Nous allions perdre la maison, sanglota maman. Nous avions 3 mois de retard, et la banque menaçait de saisir. Quand ton grand-père nous a donné l'acte, nous avons pensé pouvoir utiliser la maison comme garantie, contracter un prêt dessus, nous donner un peu de temps. Vous l'avez vendue. Les mots sortirent plats, sans émotion. Vous avez vendu ma maison. La tête de papa tomba dans ses mains. Nous étions désespérés, Sarah. Nous pensions avoir le temps de réparer les choses, de rattraper. Nous n'avions jamais imaginé que ton grand-père demanderait si vite. Nous allions te le dire, trouver un moyen de la récupérer ou de t'en offrir une autre. Où est ma maison maintenant ? Demandai-je, la voix étrangement calme. Le silence s'étira jusqu'à ce que tante Linda, figée d'horreur, murmure enfin, « Oh, Robert, qu'as-tu fait ? » Nous l'avons vendue aux Henderson, sanglota maman. Ils ont déjà emménagé. Ils ont 3 jeunes enfants, et ils étaient tellement excités par le sapin de Noël dans le jardin, et par la lumière dans les fenêtres. Je me levai lentement, mes gestes délibérés, maîtrisés. La rage montait en moi comme la pression d'une cocotte minute, mais elle n'avait pas encore jailli. Je sentais tous les regards sur moi alors que je contournais la table pour rejoindre grand-père, dont le visage était devenu gris de choc et de chagrin. « Et grand-père » dis-je doucement, posant ma main sur son épaule. Je le sentais trembler. « Je veux que tu saches que ce n'est pas ta faute. Ce que tu as fait, l'intention derrière, c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais essayé de me faire. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Sarah, je suis tellement désolée. Si j'avais su, si je t'avais apporté les papiers directement. » Chut, le calmai-je en serrant doucement son épaule. « Tu n'as rien à te reprocher. » Puis je me tournai vers mes parents, et la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Combien ?» demandai-je. « Sarah, s'il te plaît, commença maman. Combien avez-vous obtenu pour ma maison ? » La voix de papa était à peine audible. 52 000. Nous l'avons vendue pour 52 000 $. Et où est cet argent maintenant ? Il n'y en a plus, admis-il. L'hypothèque, les cartes de crédit, les frais médicaux de Margaret après son problème cardiaque l'hiver dernier. Je hochai lentement la tête, intégrant cette information. Alors laisse-moi être sûr de comprendre. Mon grand-père, qui a travaillé toute sa vie, qui a économisé chaque centime, qui conduit encore un vieux camion de 20 ans parce qu'il ne croit pas aux dépenses inutiles, m'a acheté une maison. Il l'a rénovée et peinte de ma couleur préférée. Il a soigneusement préparé tous les documents légaux pour me la transmettre. Et vous, mes propres parents, avez pris cette maison et l'avez vendue pour éponger vos erreurs financières. Ce n'était pas si simple, commença papa. C'était exactement si simple. La rage éclata enfin, ma voix résonnant contre les murs. Michael sursauta sur sa chaise, et le verre de vin de tante Linda glissa de ses doigts tremblants, éclatant au sol dans une giclée de vin rouge et d'éclats de cristal. « Vous m'avez volé » continuai-je, la voix tremblante de fureur. « Vous avez volé votre propre fille, et vous avez volé ce merveilleux homme qui n'a fait qu'aimer et soutenir cette famille pendant des décennies. » Maman pleurait ouvertement maintenant, son mascara coulant en rigoles noires sur ses joues. « Sarah, nous étions désespérés. Nous ne savions pas quoi faire. Nous pensions pouvoir arranger les choses. En me mentant ? En mentant à grand-père ? En restant assis ici ce soir, à dîner, à faire semblant que tout allait bien alors que vous saviez qu'à l'autre bout de la ville, une autre famille fêtait Noël dans ma maison ? Je marchai jusqu'à la fenêtre et écartai les rideaux de dentelle. Au loin, je distinguais à peine la lueur des lumières de Noël, et je me demandais si certaines provenaient de Maple Street, de la petite maison bleue aux bordures jaunes,
où des enfants accrochaient probablement leurs chaussettes près d'une cheminée qui aurait dû être la mienne. Le pire, dis-je, toujours de dos à la table, ce n'est même pas que vous ayez pris la maison. C'est que vous ayez été prêt à laisser grand-père croire qu'il m'avait déçu. Comprenez-vous ce que cela signifie pour lui? Il a sans doute passé des semaines à préparer cette surprise, à imaginer mon visage quand je recevrais les clés, à se projeter en train de venir me voir pour les dîners du dimanche et de m'aider à planter ce jardin. Quand je me retournai, grand-père pleurait en silence, les mains jointes sur ses genoux, tel un homme brisé. Cela brisa quelque chose en moi dont j'ignorais même l'existence. Et maintenant, poursuivis-je, ma voix baissant jusqu'à un murmure encore plus terrifiant que mes cris, il doit passer ce qui pourrait être l'un de ses derniers Noëls en sachant que son grand geste d'amour a été transformé en simple transaction financière par des personnes en qui il avait confiance. Sarah, je t'en prie, supplia maman. Nous restons ta famille. Nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons trouver une solution. Pourquoi faire? M'acheter une autre maison avec de l'argent que vous n'avez pas? Remonter le temps et prendre de meilleures décisions financières? Effacer le fait que vous avez menti à moi et à grand-père pendant 3 jours, alors qu'il était sans doute si heureux de me préparer cette surprise? Je revins vers ma chaise et pris mon sac, mes gestes calmes et maîtrisés. Je dois partir maintenant. Sarah, non, dit grand-père en tendant une main tremblante vers moi. Ne laisse pas cela gâcher Noël. Ne laisse pas leurs erreurs détruire notre famille. Je me penchai et embrassai son front, respirant l'odeur familière de son après-rasage et des bonbons à la menthe qu'il gardait toujours dans sa poche de chemise. Et grand-père, tu es le seul à cette table qui n'a pas gâché Noël. Je t'aime, et je t'appellerai demain. Mais je ne peux pas rester ici maintenant. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendis la chaise de papa racler le sol. Sarah, attends. Ne pars pas comme ça, je t'en prie. Je m'arrêtai, la main sur la poignée, sans me retourner. Papa, j'ai passé les 6 dernières années à vivre dans des appartements où j'entendais mes voisins se disputer à travers des murs de papier. J'ai mangé plus de nouilles instantanées qu'aucun être humain ne devrait en avaler en une vie. J'ai travaillé 2 emplois tout en allant à l'école, économisé chaque centime, rêvé qu'un jour j'aurais un endroit vraiment à moi. Et pendant 3 jours, je l'ai eu. Pendant 3 jours, j'ai possédé une maison avec un jardin et un Porsche, et je ne le savais même pas. Ma voix se brisa sur les derniers mots, et je dus m'arrêter pour reprendre mon souffle. Tu te rends compte de ce que ça fait? D'apprendre que tu as eu, ne serait-ce que brièvement, tout ce que tu as toujours voulu, et que ça t'a été enlevé avant même que tu saches que ça t'appartenait. J'ouvris la porte, laissant entrer l'air glacé de décembre. Je vous pardonnerai un jour, parce que vous êtes mes parents et que je vous aime. Mais pour l'instant, je dois rentrer dans mon petit appartement et pleurer une maison dans laquelle j'ai vécu 3 jours sans le savoir, une vie que j'ai eu 3 jours sans la vivre. Le trajet de retour jusqu'à mon appartement fut un brouillard de lumière de Noël et de larmes. Les rues étaient vides, à l'exception de quelques voitures allant ou revenant de réunions de famille, transportant des gens qui n'avaient probablement aucune idée de la chance qu'ils avaient d'avoir des proches qui ne troquaient pas leurs rêves contre le remboursement de dettes de cartes de crédit. Mon immeuble avait l'air particulièrement lugubre quand je me garais sur le parking. La moitié des lampadaires étaient éteints, projetant des ombres inégales sur le bitume fissuré. La télévision de mon voisin du dessus résonnait à travers le plafond, un film de Noël diffusé à un volume suffisant pour réveiller les morts. Je montai les 2 étages jusqu'à mon studio, mes talons résonnant dans la cage d'escalier vide. Le couloir empestait le café brûlé et l'odeur persistante de ce que Madame Patterson, au 2B, avait cuisiné pour le dîner. Je cherchais mes clés, les mains encore tremblantes de colère et d'adrénaline. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là en me dépêchant pour le dîner de réveillon. Mon petit sapin artificiel se tenait dans un coin, décoré d'ornements accumulés au fil des années, chacun un souvenir, une petite lumière dans une période autrement difficile de ma vie. Les cadeaux que j'avais emballés pour ma famille étaient empilés soigneusement dessous, achetés avec l'argent économisé grâce à mon emploi du week-end à la librairie. Je m'assis lourdement sur mon canapé élimé et fixai ces cadeaux. Un pull pour maman que j'avais trouvé en solde et dont je pensais qu'il mettrait en valeur la couleur de ses yeux. Un livre sur le travail du bois pour papa, quelque chose que j'espérais pouvoir lui donner un nouveau passe-temps maintenant qu'il était au chômage. Un jeu vidéo pour Michael que j'avais recherché pendant des semaines pour être sûr que ce soit exactement celui qu'il voulait. L'ironie ne m'échappa pas, j'avais passé des semaines à choisir avec soin des cadeaux pour les personnes qui avaient volé le mien. Mon téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Le numéro de grand-père apparut à l'écran. Allô, grand-père. Sarah, ma chérie, je suis tellement désolée. Sa voix était lourde d'émotion. J'aurais dû t'apporter les papiers directement.
J'aurais dû me méfier, enfin, j'aurais dû savoir. Et grand-père, je t'en prie, ne t'en veux pas. Tu as tout fait comme il fallait. Tu voulais me surprendre, me rendre heureuse. Ce n'est pas une faute. Mais tu n'as pas ta maison. Je fermai les yeux, m'adossant au canapé. Non, je n'ai pas ma maison. Je pourrais essayer de la racheter, dit-il vivement. Je pourrais appeler les Henderson, expliquer la situation. Peut-être qu'ils accepteraient de la revendre. Avec quel argent, grand-père? Et même si tu l'avais, ce ne serait pas juste d'arracher une maison à une famille avec de jeunes enfants, juste parce que mes parents ont pris une décision terrible. Alors je t'en trouverai une autre. Une meilleure maison. L'amour dans sa voix faillit me briser à nouveau. Grand-père, tu m'as déjà donné bien plus qu'assez. Tu m'as offert le plus beau cadeau qu'on ait jamais essayé de me faire, et même si je n'ai jamais pu vivre dans cette maison, je saurai toujours que tu m'aimais assez pour vouloir m'offrir un foyer. Nous restâmes silencieux un moment, pleurant doucement chacun de notre côté du combiné. Et maintenant, que se passe-t-il? Demanda-t-il enfin. Je regardai autour de mon minuscule appartement, la tache d'humidité au plafond que je demandais depuis 8 mois au propriétaire de réparer, les fenêtres qui ne fermaient pas bien et laissaient passer des courants d'air glacé, la cuisine à peine assez grande pour une seule personne. Maintenant, j'essaie de trouver comment leur pardonner, dis-je. Et j'essaie de me rappeler que l'amour derrière ton cadeau compte plus que le cadeau lui-même. Tu es une meilleure personne que moi, ma chérie. Je ne sais pas si je pourrai leur pardonner ça. Tu le pourras, répondis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Parce que c'est ce que tu es, grand-père. Tu es l'homme qui achète des maisons pour ses petites filles et les peint en jaune parce que c'est leur couleur préférée. Tu es l'homme qui croit aux secondes chances et au pardon en famille. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise dans le noir, regardant les lumières de Noël des autres immeubles scintiller à travers mes fenêtres mal isolées. Quelque part de l'autre côté de la ville, les enfants Henderson dormaient probablement dans des chambres qui m'avaient été destinées, rêvant à Noël dans une maison qui avait été peinte en jaune pour une femme qui ne la verrait jamais. Mais alors que je restais là, quelque chose a changé en moi. La rage était toujours là, la douleur aussi, et ce profond sentiment de perte pour quelque chose que je n'avais en réalité jamais eu. Mais sous tout cela, j'ai trouvé autre chose, de la gratitude pour un grand-père qui m'aimait assez pour vouloir m'offrir un foyer, et la certitude que son amour valait plus que n'importe quelle maison, même une petite maison bleue parfaite sur Maple Street. Il me faudrait du temps pour pardonner à mes parents. Du temps pour leur faire à nouveau confiance. Et du temps pour arrêter de pleurer la vie que j'avais eue pendant 3 jours sans le savoir. Mais peut-être que, simplement, c'était déjà suffisant pour commencer. En me préparant enfin à aller me coucher, je pris une note mentale d'appeler la librairie le lendemain matin pour voir s'ils avaient besoin d'aide supplémentaire pendant les fêtes. Si je devais recommencer à zéro, vraiment recommencer cette fois, j'aurais besoin de chaque centime que je pourrais économiser. Après tout, il y avait d'autres maisons dans le monde. Et maintenant je savais que j'avais un grand-père qui croyait que j'en méritais une.